Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu fatiguée parce que en ce moment je suis en train de poncer Baldur's Gate, donc je ne dors pas beaucoup. Mais il y a un autre truc que je surveillais un petit peu parce que vous savez que c'est la Gen Con. Et donc hier, genre vers 2-3 heures du matin, il y a une vidéo d'une chaîne YouTube que je connais pas, américaine et tout, qui a commencé à parler de Dagger Art. Donc Dagger Art, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de rôle qui va être créé par la maison d'édition, les termes sont peut-être pas exacts, des gens de Critical Role, donc c'est en gros un projet qui est un peu chapeauté par les gens de Critical Role, Matt Mercer et compagnie. Il y a d'autres jeux qui sont créés par cette même maison d'édition, Candela Obscura, et un autre jeu où vous faites des duels et tout, que je suis un peu moins parce que ça me chauffe un peu moins. Mais bref, je suis déjà en train de partir dans tous les sens. Il serait définitivement temps que j'ai des plans pour mes vidéos. En gros, hier dans la nuit, il y a une sorte de premier reveal vraiment extrêmement court de Dagger Art qui est sorti. Et moi, ça m'intéresse un petit peu. On va regarder la vidéo. C'est une vidéo React. Incroyable, n'est-ce pas? Vidéo React. Je pense pas que ça va devenir quelque chose de très fréquent sur la chaîne, mais là j'avais envie de vous le partager. Parce que ça m'a vachement hypé. Récemment, je vous parlais de Fantasy World. Je vous ai déjà parlé de Chroniques oubliées, de Donjons et Dragons, etc., etc. Vous savez, sur cette chaîne, j'aime bien regarder pas mal de trucs différents. Je suis pas un fan hardcore d'un jeu, ce genre de truc, si ce n'est Shadow Dark auquel je vais rejouer. Je trouve rarement la perle rare et je cherche toujours la perle rare. Pour moi, évidemment, c'est éminemment subjectif, mais la perle rare pour faire de la high fantasy un peu plus narrative que Donjons et Dragons. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Le côté, il y a l'univers, bon, c'est vraiment un fourre-tout. Le jeu a vraiment une longue vie derrière lui. C'est une licence avec qui part un peu dans toutes les directions. Il y a eu plein de règles différentes. Il y a plein de gens qui aiment pas Donjons et Dragons, mais moi j'aime bien ce côté, on peut mettre plein de trucs, un peu loufoque, plein de monstres, plein de dieux, plein de machins. J'aime bien aussi le côté création de personnages. Sauf que dans Donjons et Dragons, ça me plaît pas énormément parce que je trouve qu'il y a trop d'options et qu'elles sont pas assez bien amenées. En gros, moi, encore une fois, c'est éminemment subjectif. Je pense qu'il y a des gens qui kiffent ça. Et moi, l'expérience que j'ai de Donjons et Dragons dans la pratique, c'est qu'à chaque fois que j'ai lancé une campagne, en fait, les joueurs ne s'approprient pas les règles. Et en fait, on parle beaucoup des règles et tout. Donc peut-être que si on jouait 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties, comme il y a plein de gens qui font, au bout d'un moment, on s'approprierait le système, on s'investirait dedans. Et toute cette partie, on blablate autour des règles. À chaque combat, à chaque tour, les gens, ils demandent comment fonctionne ce sort, comment ça marche ça, c'est quoi une action bonus déjà et tout. Peut-être qu'on s'en débarrasserait avec la pratique, et c'est même quasiment sûr. Quand vous jouez beaucoup à un jeu, vous finissez par le maîtriser et à vous poser moins de questions. Moi, personnellement, j'aime bien, quand je lance une partie, que quasiment dès la première partie, on ait l'impression d'avoir compris le système et qu'ensuite on puisse ajouter de la complexité, évidemment. Je suis pas... Au fur et à mesure d'une campagne, si on a besoin de nouvelles mécaniques, on a envie d'inventer des trucs et tout, ça me dérange pas. Mais j'aime bien qu'au début ce soit simple, sans pour autant être simpliste. Je vous parle souvent de D6 plus Deeds, etc., de D6 plus Bullshit et tout. Ça, c'est des jeux qui sont hyper simples, hyper simpliste. Et comme je le dis souvent aussi, c'est pas la panacée. C'est le jeu que je vais utiliser pour faire un truc où j'ai pas trouvé de jeu que j'ai envie de tester. En fait, j'ai juste envie de raconter un univers, de mettre en place quelque chose de mon cru. Et j'ai pas envie de chercher le système adéquat, etc. Je vais utiliser de D6 plus bullshit, etc., etc. Bref, j'ai toujours pas trouvé le jeu de high fantasy qui me convient. Pourtant, je pense que c'est le truc que je cherche le plus, entre guillemets. J'ai toujours pas trouvé de truc à la D&D, mais qui me correspondent. Et Dagger Art, bah, ça pouvait être un espoir pour ça, entre guillemets, même si je suis pas beaucoup Critical Role, vous allez vous dire, mais décidément, il fait que botter en touche. C'est le cas, hein. Je suis honnête, je suis pas Critical Role, je regarde pas beaucoup d'actual play, etc. Néanmoins, je trouve que le peu que j'en ai regardé, bah, j'aimais bien la manière dont ça se déroulait et tout, l'ambiance, l'univers qui transparaît. Sauf que Donjons et Dragons, dans la pratique, ça s'est pas avéré particulièrement fructueux pour moi, on va dire. Pour de la fantasy épique, et plus axé sur la narration. Et donc Dagger Art, je disais que ça pouvait être un bon espoir pour ça, c'est pour ça que je surveillais pas mal la Gen Con, j'ai pas suivi avant, mais de toute façon je crois qu'il n'y a pas grand chose qui a été dit. Là il y a eu un reveal, et on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure pourquoi ça me hype un peu. On est parti, je sais absolument pas si ce que je fais est légal, est-ce que je vais me faire strike ou quoi, aucune idée. Hello, it is Christian Hoffer reporting live for the character sheet from Gen Con. So you may be wondering, why am I hiding out in a hallway, literally at the convention center? Well, it's because I have just had the most amazing experience. I have gotten the chance to try out Daggerheart, the upcoming tabletop RPG published by Darrington Press. Darrington Press, c'est ceux qui vont produire, développer les jeux signés Critical Role d'une certaine manière. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a eu le temps d'essayer vite fait une sorte de proto qui est absolument pas la version finale du jeu. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qui fait le plus mal, parce que quand on est
un obsessionnel comme moi, être hypé par un truc et savoir que c'est dans un an, ça fait très très mal. C'est très difficile à encaisser. Donc il a pu tester une sorte de partie comme ça, d'un jeu qui se veut de fantasy, qui certains théorisent devrait remplacer entre guillemets Donjons et Dragons pour Critical Role en fait pour leur actual play, donc c'est peut-être un jeu conçu pour ça. Ça en vrai c'est plus de la théorie qu'autre chose, on peut pas en être sûr, mais voilà, c'est ça l'ambition. Et donc ce serait un jeu pour faire des longues campagnes, donc avec un certain développement de personnages dans un univers de high fantasy. Ça se voit aux illustrations. Vous voyez par exemple hop là, si je retourne un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un jeu quand même qui a l'air d'avoir une certaine quantité de mécanique, parce qu'on a l'air d'avoir une Ancestry, une sorte de race. Vous voyez un Qatari ici. On voit Qatari Ancestry avec des capacités qui viennent avec. On voit que sur notre fiche, il y a les armes, l'armure, l'équipement, et que les armes, l'armure, etc., ça a l'air d'avoir un impact sur le personnage, donc c'est pas du full narratif. Il y a l'air d'avoir quelques mécaniques de ressources et tout. Bon là, pour l'instant, ici, on voit pas grand-chose, donc on va avancer encore un peu. Style campaign game. Now, Daggerheart, the lead designer is Spencer Stark, and he actually went through and showed me and a handful of other people, including a special guest player, one Mr. Travis Willingham, exactly how to play Daggerheart and what fans can expect. Hot damn! The first thing I can say is it is nothing like Illuminated Worlds in Candela Obscura. That's not a knock on Candela Obscura. But it is very... Donc déjà, il nous explique là que ça n'a rien à voir avec les autres jeux qui sont développés en ce moment par Darrington Press. Donc Candela Obscura, j'ai pas trop regardé parce que c'est moins mon truc. Je suis pas versé là-dedans. C'est plus Candela Obscura, bah, vous le voyez aux costumes qui sont pour leur actual play, c'est plus un truc en mode de Cthulhu entre guillemets. Même si c'est pas l'univers de Lovecraft, un peu voilà des gens qui enquêtent sur l'occulte, etc. Et je crois que ça se jouait avec des D6, que ça ressemblait. Il me semble, je l'ai pas lu, donc c'est vraiment je vous fais ça de mémoire, ça ressemble à Blades in the Dark, etc. Je crois. Leur autre jeu dont j'ai zappé le nom là, dont il vient de parler, c'est un jeu de duel narratif, donc c'est vraiment à la limite de ce qu'on considère comme du jeu de rôle traditionnellement. Là, il nous dit que Daggerheart, c'est vraiment quelque chose de différent déjà. Very much a game in which there are very defined rules. There's still a little bit... Ok, donc là déjà, on peut voir que ça ressemble pas mal à des fiches de PBTA. Moi, c'est le premier effet que ça m'a fait. Le truc avec des cases où quand on gagne de l'XP, on vient cocher les cases, etc. Par contre, de ce que je vois, en fait, c'est pas vraiment du PBTA. En fait, la raison pour laquelle je suis hype, je vais essayer d'aller droit au but avant qu'on continue, c'est que moi, j'adore les réussites et les réussites mais, les réussites avec complications, les échecs, mais il pourrait se passer un truc. Toutes ces mécaniques-là, vous l'avez vu, en bout de D6 plus bullshit, etc. Je récupère ça. Par contre, j'aime pas les moves. Et attention, parce que les moves, en fait, c'est juste un mot. Ça veut rien dire. C'est pas forcément une mécanique à part entière. Donc moi, ce que j'aime pas trop, c'est les moves de PBTA. Pour chaque jet de dés, en fait, on a une règle différente. J'aime bien qu'il y ait, enfin, une règle différente. Des conséquences prescriptives et aussi des déclencheurs prescriptifs. Un move de PBTA, c'est quand vous essayez de convaincre quelqu'un, hop, là, il y a un petit paragraphe qui vous explique toute la règle. Alors que dans Donjons et Dragons, de base, c'est vous faites un seul difficulté, vous jetez un dé, vous essayez de faire plus. Vous voyez, c'est pas la même logique. Et d'ailleurs, dans Donjons et Dragons, vous jetez les dés quand le MJ vous demande de le faire, pas quand le jeu vous demande de le faire. Donc moi, je suis pas fan des jeux où c'est les moves qui nous disent quand est-ce qu'on doit jeter les dés. Je préfère quand c'est le MJ qui le décide, ou éventuellement les joueurs, évidemment. En fait, quand on se décide autour de la table, quand on pense qu'il y a un enjeu et qu'on va jeter les dés. Ça, moi, j'aime bien. Et donc au début, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu ça, vous voyez, parce que je me suis dit, ça a l'air très... En plus, il y avait 2D12 au début, donc ça en dit long. J'avais peur que ce soit trop PBTA, et en fait, vous allez voir qu'il y a des moves, etc. Mais c'est pas de ce qu'on voit, encore une fois. C'est très limité, cette vidéo. De ce qu'on voit, c'est pas du PBTA, c'est plus un truc où on va récupérer l'idée de faire oui mais, oui et, avec différents degrés de réussite, et un truc plutôt narratif, mais sans règles trop prescriptives. Et vous voyez ce qui fait penser au PBTA, typiquement, c'est vraiment ces petites cases, parce que dans les PBTA, souvent, vous cochez des trucs vous avez un playbook de votre classe, et vous débloquez des trucs en cochant dedans. Donc là, on a une progression comme ça. Et ça, par contre, je trouve que c'est bon signe, parce que j'aime beaucoup l'idée des playbooks dans les PBTA. En fait, il y a ce côté, c'est pas une feuille vierge, un peu une feuille d'imposition que le joueur vient remplir avec les infos sur son personnage, ce qui peut être un peu repoussant pour certains et tout. C'est plus, et ça va même plus loin que ça, vous allez voir, mais c'est plus genre, je choisis un personnage et hop, toutes les règles de mon personnage sont écrites sur la fiche directement. Un autre truc qu'on peut voir aussi qui change par rapport à des PBTA potentiellement, c'est ce côté, on choisit, vous voyez ici, en haut à gauche,
Galapa, donc c'est une Ancestry. Il y a des starting moves, vous voyez. Il y a aussi une classe, etc. Donc ça a l'air d'être aussi un jeu de build par rapport à certains PBTA. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner des trucs. Et donc là, on peut se dire qu'il y a une sorte de dissonance, puisque le PBTA, c'est vous prenez un playbook et ensuite vous pouvez faire évoluer votre personnage sur son playbook, parce que le playbook, c'est un archétype de personnage. Le fait de venir faire des combinaisons, ça fait tout de suite plus jeu de building, vous voyez, de personnages. On pourrait penser contradictoire, mais on va voir qu'il y a un truc qui est assez intéressant. En fait, on le voit déjà, donc on peut en parler. Des sortes de cartes. Alors, encore une fois, c'est un proto, je sais absolument pas quelle forme va prendre le jeu au final. Il y a cette impression que vous construisez votre personnage en bloc. Un petit peu comme, d'ailleurs, dans Chronique oubliée. Dans Chronique oubliée, il y a des classes, etc. préfaites, mais ensuite, vous venez ajouter les voix que vous voulez et les combiner. Ben là, c'est un peu ça. Vous allez avoir par exemple le druide qui a une progression, et ensuite le druide il va avoir plusieurs domaines. Et les domaines c'est comme des voix qui viennent apporter des capacités, et il va pouvoir combiner des domaines qu'il va ajouter pour construire son personnage au fur et à mesure, comme des blocs, comme une sorte de deck building. Et d'ailleurs il y a certaines classes qui vont avoir des domaines en commun, et on peut même imaginer, mais là vraiment on est dans l'imaginaire le plus total. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais on pourrait imaginer un truc à la Chronique oubliée où vous combinez et vous créez vos classes, vous combinez des domaines pour créer votre personnage, sans prendre en compte les classes. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a vachement fait penser à ça. Et ce que je trouve intéressant, alors c'est peut-être la mise en forme pour la convention qui est comme ça, et le jeu au final, il sera pas comme ça, mais c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir un côté carte, et en fait, on va juste mettre des cartes ensemble pour créer notre personnage. Et ça, je trouve que c'est très très cool. C'est plus fun que de venir remplir votre fiche de personnage. Vous avez une carte avec une illustration de votre domaine, et vous faites une sorte de deck building. C'est beaucoup plus intuitif pour créer son personnage, d'avoir tout un tas de domaines et de venir faire une petite combinaison, que de chercher dans le livre les différentes voies, essayer de faire des combinaisons comme ça, vous voyez. Donc j'aime bien la forme que ça prend le jeu, que c'est très intéressant. La forme que prend le jeu a l'air d'être mise au service du building du personnage, de ce qu'on voit. Encore une fois, je suis très prudent parce qu'on ne sait absolument pas à quoi il ressemblera le jeu quand il sortira. On peut voir aussi, là en haut à gauche, qu'il y a 6 caractéristiques qui sont pas celles de Donjons & Dragons, mais il y a un truc de caractéristiques comme ça. Et je vais avancer un petit peu. In creating the narrative. This isn't a game in which the GM establishes the world and... Là, il nous dit que c'est pas un jeu nécessairement où le maître du jeu va établir l'univers à l'avance avec des scénarios, etc., du sandbox et tout, que c'est un jeu plus émergent, où les joueurs vont pouvoir participer. Ça, tout de suite, ça m'a fait un peu peur, parce que vous savez que même si j'aime la narration partagée, j'aime pas qu'elle soit implémentée dans le jeu, je la préfère comme pratique qu'on vient ajouter autour de la table tous ensemble pour créer le jeu qui nous intéresse autour de la table. C'est mon avis. Encore une fois, j'aime pas quand dans les jeux c'est écrit si le personnage réussit son jet de dés. Enfin, j'aime pas, je suis pas fan. Si le personnage réussit son jet de dés, il peut inventer un truc, il peut faire X, il peut faire Y. J'aime bien que le jeu il vienne vraiment avec des pures mécaniques de tactique et d'émergence, mais le truc le moins prescriptif possible, et qu'on puisse se débrouiller avec tout ça, quoi. J'ai du mal à trouver des mots. Bref, ça me faisait peur quand il a dit ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait des pauses et j'ai zoomé pour regarder. Quand on regarde, ça n'a pas l'air d'être des mécaniques comme ça. Là, par exemple, la Beast Form, vous voyez, ça, c'est toutes les formes que pourrait prendre un druide. Il n'y a pas l'air d'avoir écrit que le druide, il peut inventer des trucs sur l'univers dans les règles. C'est quelque chose qui va être encouragé, peut-être dans les conseils, dans la manière de mener la partie, etc., pour faire émerger des trucs. Mais c'est pas dans les règles. Par exemple, au niveau 1, le druide, il a la beast form et il peut faire différents trucs. Il peut se transformer en créature agile, en créature pack predator, donc loup, etc., en truc aquatique et tout. On voit que ça donne des bonus dans des caractéristiques, que ça détermine les dégâts qu'il va faire, qu'il va avoir des avantages sur certaines actions, et qu'il va avoir une action spéciale. Il n'y a pas là, tout de suite, de trucs particulièrement narratifs. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que se transformer en animal, c'est assez straightforward. Vous voyez, il y a des jeux où, par exemple, le bard, dès qu'il arrive dans une ville, il peut faire un jet de dés pour inventer des trucs sur la ville. Moi, ça, je suis pas ultra fan. Je préfère tendre la perche au joueur et que ce soit pas mécanisé. Parce que je veux pas priver le joueur d'une mécanique. J'aime pas trop retirer des mécaniques. Pour autant, j'ai pas envie que le joueur, à tout moment, il puisse inventer des trucs sur l'univers. Je préfère que ça dépende de la situation. Là, en vrai, le jeu a l'air assez tactique building parce qu'on a différentes caractéristiques, etc. Donc, encore une fois, c'est pas 100% du PBTA. Même si on va avoir du oui mais, du oui et, c'est d'ailleurs ce qui va arriver juste après. Je vais m'arrêter parce que j'ai l'impression d'être un peu en boucle sur cette différenciation. The players simply participate in it. First thing first, how is Daggerheart played? It is a 2d12 system. Each d12 should be a different color and has their own names. You have the Hope dice and you have the Fear dice. Donc ce qu'il vient d'expliquer, c'est que grosso modo, le jeu se joue avec 2d12. Donc on jette 2d12, on les additionne et on met nos bonus. Donc
À la base, c'était prévu pour être du D20, j'ai l'impression que ça a changé, et j'ai l'impression que c'est pour le mieux, parce que moi j'aime bien ce... Si c'était resté du D20, il aurait fallu faire plus des calculs pour savoir si j'ai des oui mais, des oui et, parce que ça aurait été par rapport à un seuil. Vous voyez, genre on aurait dit peut-être si je fais 10 ou moins, c'est un échec. Si je fais de 10 à 15, une réussite avec complication. Et si je fais de 15 à 20, c'est une réussite, par exemple, avec un D20. Et donc, on aurait dû vérifier ces seuils, etc. Là, ce que je trouve cool, c'est que c'est comme du D&D, on balance ces 2 D12, on les additionne, on rajoute nos caracs et basta. Et ça nous dit si on a réussi ou raté, avec un seuil de difficulté. Ça, j'aime bien, c'est simple, easy peasy. Et en gros, on va juste voir lequel des 2 dés est le plus gros pour savoir si c'est plutôt un oui et ou un non et, ou si c'est un oui mais ou un non et. Vous voyez ce que je veux dire? Si le dé rose, là en l'occurrence, de Hope, il est élevé, alors que je réussis, c'est une réussite plus, j'imagine. Si c'est le dé rose qui est plus élevé que le dé vert, alors que j'ai fait un échec, que je suis en dessous du seuil de difficulté, j'ai échoué, mais j'ai de l'espoir. Je gagne un point d'espoir, de Hope. Peut-être une ressource que je vais pouvoir réutiliser. Si à l'inverse, je réussis, mais que c'est le dé de Fear qui est au-dessus, par exemple, j'ai fait 4 sur mon dé rose et 6 sur mon dé vert, mais que j'ai quand même réussi parce qu'en les additionnant, j'ai dépassé la difficulté, ça va être un oui mais peut-être. Donc ça, j'aime beaucoup, j'ai envie de voir ce que ça va donner et tout. Franchement, ça me hype bien. En plus, ça me fait un peu penser à Tokyo Otherscape, qui même si en fait c'est des dés à 6 faces au final, utilise des dés à 12 faces, sauf qu'il y a 2 faces 1, 2 faces 2, 2 faces 3, 2 faces 4, 2 faces 5, 2 faces 6 pour arriver à 12 faces, parce que le dé 12, il roule un peu mieux, vous voyez. Donc ça me rappelle ça. Bon, anecdote complètement useless. Donc là, je vais faire taire le monsieur en fait. Donc comment on crée un personnage? On choisit une classe qui nous donne accès à certaines capacités, spells, etc. Donc ça j'aime beaucoup parce que moi j'aime bien les jeux avec des classes. Voilà. Ensuite, il y a la fondation. J'ai l'impression qu'on va prendre des cartes. Vous voyez, c'est même écrit Foundation Cards. Donc si c'est comme ça à la sortie, c'est bien un jeu qui prend en compte les cartes. Et donc en plus de notre classe, dans notre classe, on va avoir une sorte de deck avec différents domaines de capacité et on va les combiner pour customiser notre classe. Ensuite, on va choisir un héritage, donc qui est une sorte d'ancestry. Ah, il y en a 2. Il y a à la fois une ancestry, donc c'est plutôt la race entre guillemets, et une community. Donc on va construire notre personnage, c'est aussi le background un peu, peut-être la communauté. Donc on construit notre personnage en accumulant des cartes qui lui donnent des capacités, ça j'aime beaucoup. Ensuite on va distribuer des caractéristiques. On va distribuer des caractéristiques qui vont nous donner nos bonus, malus quand on jette les dés. Ensuite on va déterminer notre nombre de points de vie et nos points d'espoir de départ, donc il y a vraiment une ressource espoir. On choisit notre équipement, on choisit notre armure, on arrive sur l'autre côté, on choisit encore de l'équipement, description. Ensuite, on prend des domain deck cards. Donc, chaque classe est faite de 2 différents domaines. On prend 2 cartes de notre domaine niveau 1. Donc, apparemment, les domaines vont être triés par niveau. Ça, c'est intéressant. Et on peut partager... il peut y avoir des domaines qui sont communs à plusieurs classes. Donc, en fait, il n'y aura peut-être pas ce truc de mélanger complètement les classes de base, puisqu'on a vu avant qu'il y avait des foundations, là, des cartes qui étaient vraiment attachées à la classe. Par contre, les cartes de domaine... elles peuvent être partagées par plusieurs classes, donc on peut très bien imaginer, alors peut-être que ça déséquilibrerait le jeu, hein, mais on peut quand même imaginer faire des mélanges, quoi, assez facilement pour build des personnages. Ensuite, on a des questions de background. Generate experience. J'avais pas vu ça, c'est quoi? Use all the choices and backstory you've made about your character so far. C'est 2d6 plus deeds. Ils ont triché, décidément. C'est un peu ça, hein. En gros... Tu prends tout ce que tu as fait avant dans ta création de perso et tu ajoutes des sortes de bullet points de mots et de phrases qui vont représenter des trucs que tu as vécu par le passé et elles vont avoir une valeur de plus 1. Donc ça veut dire qu'on va avoir des bonus en allant puiser dans ses expériences précédentes. C'est ouf. C'est comme 2d6 plus deeds. Mais il doit y avoir d'autres jeux qui font ça, hein, que je connais pas. Parce que moi, pour le coup, avec 2d6 plus deeds, j'avais l'impression de faire un truc un peu original. Mais je sais pas, il doit y avoir une sorte de phénomène là. Si vous connaissez des jeux comme ça où en fait on note des phrases de son passé ou des mots-clés de son passé et c'est ça qui nous donne nos bonus, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais bien voir s'il y a beaucoup de jeux comme ça. Ensuite là il y a toute une liste pour créer son nom de famille et tout, créer un peu son truc. Là vous voyez, on voit un peu un extrait de ce que pourrait être une carte de domaine. Donc par exemple, I am your shield. I am your shield plutôt. Pas your shield. On pourrait imaginer que le paladin et le guerrier vont tous les deux avoir ça, par exemple, comme capacité. Et là, c'est écrit, quand un allié très proche de vous va prendre des dégâts, vous pouvez dépenser un point d'armure, vous interposer et prendre les dégâts à sa place. Vous réduisez les dégâts
en fonction de votre score d'armure, plus votre force, par exemple. Donc vous voyez, c'est des capacités comme ça qu'on crée avec son deck. Ça fait aussi un peu penser au jeu Télestel. Je sais pas si vous voyez, c'est un jeu de fantasy antique, on va dire, un peu inspiré antiquité grecque et tout, où pareil, on a des cartes qui nous donnent des actions, etc. Not good enough, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que vous jetez votre jet de dégâts, vous pouvez relancer les 1 et les 2. Si vous le faites, vous êtes obligé de prendre le nouveau résultat, même si c'est à nouveau un 1 ou un 2. Donc voilà, c'est vraiment des trucs assez basiques. Et en fait, ce que j'aime bien, a priori, c'est que ça a l'air d'être une mécanique assez épurée. Je ne sais pas à quel point il va y avoir de l'asymétrie entre les classes. Par exemple, est-ce que la magie et tout va avoir ses règles spéciales et tout? Et j'espère que non, perso. Si je veux un jeu où voilà, la magie, elle a ce côté un peu dangereux et tout, je pense que je continuerai à jouer à Shadow Dark, vous voyez. Mais dans un truc d'epic fantasy, etc., où on a un peu envie que ça parte dans tous les sens et tout, j'ai pas envie qu'on ait de la magie vancienne ou des trucs comme ça. J'ai envie que vraiment ce soit plus un impact mécanique et un truc un peu colorful, un truc un peu, vous voyez, comme ça. J'ai pas envie que les gens ils réfléchissent trop à leur slot, trop, que ça décourage certains joueurs qui sont un peu moins versés dans le jeu de rôle et dans les mécaniques de jeux de société de faire de la magie. You ask the players different questions about the world and kind of collaboratively create the world. So, you know, you might be asking, what city are we in? And it'll be up to the players to kind of describe the city, name the city. Donc là, ce qu'il explique, c'est que les joueurs vont vraiment avoir une participation, genre, pour décrire l'univers, etc., etc. Je sais pas à quel point ça va être implémenté dans les règles. C'est quelque chose que j'aime bien, mais que j'aime pas imposer par la mécanique. Pour l'instant, de ce que je vois, ça m'a pas l'air d'être imposé. Là, d'ailleurs, on voit des nouveaux trucs. On a vu qu'il y avait des connexions, etc. Donc, il y a vraiment des bonus et des malus qui sont pas directement liés aux compétences. Par exemple, on voit connections, background questions. Donc là, il y a des questions qui aident à déterminer l'objectif du personnage. Qu'est-ce qu'il pense des gens qu'il doit protéger? De quoi il est conscient en termes de problèmes, etc. On voit que la moitié des phrases, donc je sais pas trop. Mais ces différentes expériences vont lui donner des bonus, donc ça, je trouve que c'est excellent. On voit qu'il peut entourer les trucs pour créer son personnage plus vite, un peu comme avec son playbook. On voit là un Stalwart Guardian. Je sais pas ce que c'est là, est-ce que c'est une classe, etc. When you take this foundation, donc ça, c'est une foundation. Donc le mec a créé un perso et il a une de ces foundations qui est là, on ne sait pas où est l'autre, je crois qu'il devait en choisir 2, mais je me souviens déjà plus. Vous avez plus 2 à vos hit point thresholds, donc à vos points de vie pour survivre. Donc vous voyez, vous avez vraiment créé votre personnage en combinant les trucs comme ça, moi je trouve ça vraiment cool. Là on voit Stone Skin, c'est une Ancestry, donc ça c'est apparemment sa race. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas l'air d'avoir un lore autour. Donc en fait, je pense que c'est plus de ça que veut parler le mec quand il dit ils vont pouvoir inventer les vies, ils vont pouvoir inventer les machins et tout. C'est que le monde vient pas avec un univers dépendant de lui. Stoneskin, il dit c'est des humanoïdes qui ont un lien fort avec une lignée de gens liés à des éléments. Et en l'occurrence, à l'élément de la Terre. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez dans votre univers. Et c'est pour ça que je pense que, en fonction de ce que les gens vont choisir, etc., comme Ancestry et tout, ils disent que dans le jeu, on va inventer l'univers ensemble, etc. Mais je pense que l'OMJ peut arriver avec une idée de son univers, interdire certaines Ancestry, avoir un peu plus une idée de leur place dans l'univers, tout en laissant de la place pour ses joueurs, pour leur background et pour qu'ils ajoutent des détails et tout, mais que c'est pas en soi un pur jeu d'impro horizontal où l'OMJ il est juste là pour compter les points et expliquer les règles. Je pense qu'il peut être joué comme ça, comme il peut être joué comme de différentes façons. Ce qui peut être un peu risqué, hein. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, du coup, il est le cul entre deux chaises, ce jeu. » En vrai, là, on n'en sait rien. Je vous donne ce que j'ai l'impression de voir dans une vidéo. Mais moi, ça me plaît. Et au-dessus, on voit qu'il a sa carte de communauté. Là, il a des starting moves. Et ça, je ne sais pas à quoi c'est lié. Je pense que c'est à sa classe. Parce que la carte, à mon avis, la fiche de base sur laquelle vous posez vos trucs, c'est la classe. Et vous posez la carte avec votre ancestry, la carte avec votre communauté, la carte avec votre domain sur la fiche de classe. J'ai l'impression que c'est construit comme ça. Parce que Unstoppable, ça fait très warrior, vous voyez. Le truc qu'on voit en bas là dans les starting moves. Et vous voyez, là ils utilisent move, mais c'est pas du tout des moves de PBTA. On dit là en gros, Unstoppable, c'est une fois par long repos. Ah, il y a une mécanique de long repos. Ça, par contre, ça me fait un peu grincer. J'aimerais bien voir comment ils vont mettre ça en place. Mais une fois par long repos, vous pouvez devenir Unstoppable et ça a tels effets. Donc ça, c'est plutôt D&D en réalité. Mais je trouve que c'est intéressant qu'en termes de vocabulaire, ils utilisent le mot move plutôt que action, parce que le fait que vous ayez des actions de classe, des capacités de classe, etc., ça faisait beaucoup de mots, je trouve, qui pour des joueurs qui n'ont pas le vocabulaire, justement, se mélangent en fait. Une capacité, une action, etc. Je trouve que dire à vos joueurs que vous avez des moves, c'est des trucs spéciaux de votre personnage, et ensuite, il y a les règles normales. Ça aide à mieux distinguer ce que c'est que les capacités spéciales de personnage et
les règles de base en termes de vocabulaire pur. Qu'est-ce que ça fait Stone Skin? Attendez, je reviens un petit peu. The Earth, you can easily traverse dangerous and difficult terrain. You can make an intuitism. Ah bah, c'est une intuition. Voilà, ça c'est les 6 caractéristiques. Agilité, force, précision, intuition, présence, knowledge, connaissance. Donc là, il peut faire un jet d'intuition pour altérer un petit peu la roche autour de lui, pour se déplacer plus facilement dans les terrains rocheux, les tunnels, sur les murs, faire sortir peut-être des prises sur une falaise, etc., etc. Donc vous voyez, c'est des effets très narratifs finalement, et ça c'est assez cool. Là on va voir la death et tout, je me souviens plus ça. Ok, donc je l'ai mis en très rapide. Donc maintenant pour les dégâts et tout, je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il est en train d'expliquer le mec, mais j'ai l'impression qu'on jette, on a différents dés de dégâts, genre par exemple un ours il a un D8 et un autre perso il va avoir un D4, on jette des dés différents pour les dégâts. Et en fait qu'on prend des dégâts que si ça dépasse un certain threshold, donc une sorte de seuil. Sinon on prend du stress, pardon. Donc à mon avis, de ce que j'ai compris, en fonction de la classe qu'on a choisie et de l'archétype qu'on a qui va être plus ou moins fort pour tanker de notre build en fait, on va avoir des thresholds qui vont être différents. Donc par exemple un guerrier peut-être, tant que sur les dégâts, tant que le dé de dégâts donne 1, 2, 3, 4 par exemple, ça lui fait rien admettons. Enfin en tout cas il va prendre juste un stress. Mais si ça dépasse 5 par exemple, qui est son premier seuil, il va prendre un point de dégâts. Là ça va vraiment impacter la santé de son personnage. Donc on a vraiment 2 barres de dégâts, quoi. Une de stress et une qui va avoir un véritable impact physique et qui va être différente pour chaque classe. D'ailleurs, on le voit là avec... voilà, typiquement, ça c'est un bon exemple. Le mec, là, je sais pas ce que c'est sa classe, etc. S'il prend 3 de dégâts au moins, il marque 1 point de stress. S'il prend entre 4 et 9 de dégâts, il perd 1 point de vie. S'il prend entre 9 et 14 de dégâts, il perd 2 points de vie. Et s'il prend au-dessus de 14 de dégâts, en un coup, on parle à chaque fois, il va marquer 3 points de vie. Et en fait, la barre de points de vie, ça a l'air d'être à peu près la même pour tout le monde. Apparemment, en dépensant de l'XP, on va pouvoir l'augmenter parce qu'il y a un truc avec des pointillés. Et vous voyez, en gros, il y a moins de grind de chiffres en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va moins se retrouver à genre balancer 40 D6. Alors il y a des gens qui aiment bien ça, mais moi j'avoue que je trouve que ça ralentit pas mal le jeu, et du coup ça me plaît un petit peu moins. On va moins se retrouver à acheter 40 D6, à devoir tous les coller pour compter combien on a fait de points de dégâts pour enlever ça à une barre de 250 points de vie. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de points de vie et on n'en perd pas beaucoup par coup. Ça dépend juste du seuil qu'on a dépassé. Et ensuite, pour ce qui est du stress, je sais pas trop où c'est par contre. Mais voilà, si on prend vraiment pas beaucoup de dégâts, on va prendre du stress. Je sais pas quel impact ça a. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va arriver à la mort, en fait, on va avoir plusieurs choix. Donc Blaze of Glory, ça veut dire on meurt, mais on fait un truc de ouf avant de mourir. Donc ça, c'est très épique et narratif. Donc on a la première option où on explose, quoi, mais on fait une dinguerie. Il y a l'autre où on décide de dépenser du hope. Donc je sais pas si c'est le maximum de hope qu'on peut accumuler ou si c'est juste un des points de hope qu'on a, parce qu'apparemment, dès que notre D12, il fait plus que notre D12 d'espoir, il fait plus que notre D12 de peur, on gagne des points d'espoir. Du coup, là, on dépenserait des points d'espoir pour se soigner. Donc ça, c'est plus un truc de resource management et petit à petit, notre personnage, il s'affaiblit. Ou option 3, on fait une sorte de pile ou face. C'est assez stylé aussi. C'est-à-dire qu'on jette un dé de peur et un dé d'espoir, et le plus élevé des deux détermine si on survit ou si on meurt. Donc là, il y a un côté vraiment gambling. Est-ce que je suis mort? C'est l'option 3. Est-ce que je vais crever? L'option 2, c'est pour que le personnage s'affaiblisse. Ça fait un peu penser au point de destin, quoi. Donc j'imagine que, classiquement, on va jouer en mode on utilise l'option 2 pour pas mourir. Quand ça fait plusieurs fois qu'on a frôlé la mort et qu'on a de moins de points de hope, on a 2 choix. On va soit plutôt aller vers l'option 3 et dire ok, je jette les dés pour voir si je survis, ah merde, je suis mort. Soit dire ok, je suis mort, je m'en fous, j'accepte d'être mort, par contre je fais une dinguerie, et c'est l'option 1. Ça, je trouve que c'est ultra stylé. À voir ce que ça va donner en jeu, encore une fois. Donc il explique que c'est encore vraiment en test et tout, que c'est pas du tout prêt à sortir, qu'il va y avoir plus d'une vingtaine d'Ancestry et a priori une dizaine de classes, donc ce qui fait un peu penser à Donjons et Dragons, quoi. Enfin, il va y avoir beaucoup de choix en termes de build. En fait, je disais dans une vidéo précédente, je me permets une petite aparté, que j'aimais pas trop les jeux avec plein d'options. Mais en fait, c'est parce que souvent les joueurs se perdent dans les options. Mais en soi, les options, ça peut être cool. Donc, j'aimerais bien, ce que j'espère de ce jeu, je dis pas qu'il va réussir, ni même que ce jeu ne me vise pas forcément moi, donc on s'en fout. Peut-être que ça va être un jeu génial, mais moi, ça va pas matcher. Ce qui va faire que moi, ça matcherait avec ce jeu, c'est vraiment ça que j'essaie de dire, qu'on n'interprète pas ce que je dis mal. Ce que je kifferais trop, c'est que ce soit un jeu de build, genre on peut créer plein de personnages avec plein de mécaniques associées, mais qui soit très intuitif et avec quand même une certaine différenciation entre les personnages dans leur gameplay. Ce qui est un challenge énorme. Hein. Moi, je suis pas capable. Moi, je crée 2d6 plus bullshit, 2d6 plus dit pour faire des trucs un peu narratifs, où finalement les personnages, mécaniquement, ils ont quasiment aucune différence les uns avec les autres. C'est vraiment l'histoire avant tout. Je serais pas qu'à... Je pense que ça doit être extrêmement difficile de parvenir à faire ça. Mais j'ai bon espoir.
J'aime bien vivre d'espoir, moi. Classes are a mix of traditional things like rogue, ranger, fighter, and some interesting things like seraph or guardian. En plus, So c'est we'll be thématique, exploring this, l'espoir, as dans we get ce more jeu. news, but it's easy enough that any 5e person will be able to pick it up and enjoy the options and things that their character can do even at. Regardez, là, il y a un sort. On va finir là-dessus, parce qu'ensuite, il dit blabla, je suis impatient et tout. Un peu ce que je suis en train de faire. Moi aussi, je suis impatient. Par exemple, là, c'est un sort de druide. Comment ça marche? Spellcast, donc il y a une caractéristique pour lancer le sort. Intuition, donc apparemment, le druide, il va avoir besoin d'intuition. C'est un peu la sagesse, hein, c'est the wisdom. Clarity of nature. Une fois par long repos, vous pouvez créer un espace naturel et serein autour de vous. Après avoir passé un petit moment dans cet endroit pour vous reposer, vous pouvez retirer du stress à hauteur de votre intuition. Vous pouvez aussi toucher une créature. C'est le deuxième truc qui va avec Warden of Renewal. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que Warden of Renewal, vous voyez, c'est un thème en fait, c'est se soigner. Et en fait, il y a deux capacités dedans, c'est pas une méga liste de sorts, vous voyez. C'est genre, moi je veux jouer un druide dont le trope, c'est un peu le druide de la nature qui permet à la nature de se régénérer, etc. Donc je gagne ces deux capacités directes, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Juste en regardant la carte, je comprends très très vite où j'emmène mon personnage, comment il se caractérise. En plus, avec la petite illustration au-dessus. Donc c'est très évocateur. Donc je pense que ça va être efficace pour le deck building. Et donc régénération, toucher une créature et dépenser 3 points d'espoir pour lui soigner un des 4 points de vie. Un des 4 points de vie, ce qui est beaucoup quand on voit la barre de points de vie qu'a notre personnage. Et 3 d'espoir, qui est beaucoup aussi, parce que, comme on le disait, l'espoir, on le gagne quand notre D12 d'espoir fait plus que notre D12 de peur. Donc ça demande de prendre des risques, de faire des trucs pour accumuler de l'espoir, et ensuite, alors qu'on est en plein dans le combat et qu'on a accumulé de l'espoir, je viens soigner mon allié. Je trouve que ça a l'air très très bien foutu. Si encore une fois, je connais pas le système de base, je connais pas encore le jeu, mais je trouve que ça augure quelque chose de très intéressant. Personnellement, ça me hype tout simplement. Je voulais vous partager cette hype. Donc voilà. Apparemment, le jeu sortira pas avant au moins 1 an, mais on peut espérer peut-être un quick start, parce que Candela Obscura, l'autre jeu de Darrington Press, lui, il a un quick start. Et donc ça, franchement, je ne demande qu'à voir ça. Là, je suis un peu triste parce que je sais que c'est dans longtemps. Mais d'un autre côté, les deux autres trucs qui me hype, c'est Shadow Dark, que j'ai déjà. Il me manque juste la partie physique, mais j'y ai déjà joué et je kiffe et je vais y jouer encore. Je pense que Shadow Dark, je m'en servirai plus, vous voyez, pour le truc sandbox. Même si avec chaque jeu, on peut faire un peu ce qu'on veut. Shadow Dark, c'est plus sandbox, c'est un peu plus gritty quand même de base. Il faudrait beaucoup le modifier pour aller vers de la high fantasy, vous voyez. Donc Shadow Dark, pour moi, il remplit une case spécifique de ce que je recherche, qui est tout ce qui est ce qu'on a vu en X-Crawl, en bac à sable, éventuellement battle map, les personnages meurent vite. Enfin voilà, je sais pas vraiment mettre de nom là-dessus. Tokyo Otherscape, un autre jeu que j'attends beaucoup, bah lui c'est du narratif où on crée ses personnages avec des traits, et c'est du cyberpunk, donc c'est encore complètement différent. Pour l'instant, je me penche pas dessus. J'attends d'avoir une version plus avancée. C'est un autre jeu qui me hype, je sais pas si ça va être bien. Et là maintenant, le troisième jeu qui vient s'ajouter à ma hype, ce que j'attends vraiment et ce qui me chauffe, je pense que c'est Daggerheart. Après, si ça tombe, je vais le recevoir et je vais pas du tout aimer. C'est déjà arrivé plein de fois sur cette chaîne. Des jeux, je me dis, oh, ça a l'air trop bien sur le papier, je les lis, je joue et finalement, ça correspond pas pile à ce que j'ai envie. Et moi, j'aime bien jouer des trucs qui font à peu près pile ce que j'ai envie, ce qui est extrêmement rare, donc je suis extrêmement souvent déçu. mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, je voulais vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes à la recherche de jeux comme ça pour de la high fantasy et tout, ou est-ce que Donjons et Dragons ça fait exactement ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez trouvé d'autres trucs? Je sais qu'il y a par exemple Fantasy Age, il y a 13e âge, etc. Tout ça, c'est des jeux, je suis un peu passé autour, mais à chaque fois, c'est vraiment émotionnel. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Encore une fois, c'est ultra subjectif, mais à chaque fois, à la lecture, je suis en mode ça me rappelle trop une expérience passée qui a pas bien marché, donc j'ai pas forcément envie de réessayer. Là, par exemple, je pense à 13 Age, il y a pas mal de tableaux, les classes sont sur plusieurs pages et tout. C'est pas tellement pour moi, en fait, c'est presque pour les joueurs avec lesquels je vais aimer jouer. J'ai l'impression que ils vont pas voir l'intérêt du jeu, en fait. Et moi, j'ai besoin qu'on partage la hype avec mes joueurs autour du jeu auquel j'ai envie de jouer. Et Fantasy Age, pareil, alors je l'ai pas encore complètement lu. J'avais essayé de lire un petit peu... J'avais lu un petit peu, comment ça s'appelle? The Expanse. The Expanse, c'est un jeu dans l'univers de The Expanse qui a le même système que Fantasy Age. Pareil, quand je feuillette le livre et tout, je suis en mode « Ah, je sais pas. » Et en fait, cette émotion, il faut savoir la reconnaître. Et si quelqu'un vous dit « Ouais, mais t'as pas lu le jeu à fond, t'as pas essayé, donc tu peux pas en parler, etc. » C'est complètement faux. Le jeu, ça commence quand il commence à vous hyper jusqu'au moment où il arrive à la table. Et toute cette expérience-là, elle compte parce que c'est ce que vous allez vivre avec le jeu. Et chacune de ces étapes est importante. Moi, pour qu'un jeu, je sois chaud, il faut que ça me hype. Il faut qu'ensuite, quand je le lise, je me dise qu'il y a plein de trucs intéressants. Et il faut que quand ça arrive à la table, je me dise que tel quel, le jeu, je le kiffe.
Même si je vais aimer le customiser un petit peu à ma manière, changer 2-3 petits trucs parce que je pense que le jeu se construit autour de la table. C'est une des spécificités du jeu de rôle, c'est que la table va changer complètement la manière dont on se sert le jeu. S'il passe toutes ces étapes, pour moi, c'est un jeu qui va rester gravé, que je vais kiffer, quoi. Et ça arrive très très rarement. Ah, Daggerheart, la hype, c'est bon. Maintenant, on va voir pour la suite, mais c'est pas avant un an. Et je vais retourner jouer à Baldur's Gate 3 en attendant et préparer mes campagnes de Shadow Dark. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le OMJ. Bisous, bisous, ciao.